Bonjour à tous et bienvenue à la section 2.7 du cours électricité et magnétisme. On va parler ici de potentiel électrique et des conducteurs. On veut ici caractériser le potentiel à l'intérieur d'un conducteur, un peu comme on avait fait avec le champ électrique à l'intérieur du conducteur, et décrire ce qu'on appelle l'effet de pointe. Alors, petite comparaison entre section 1.12 et section actuelle 2.7. Donc, dans la section 1.12, on avait vu ça, que le champ électrique dans un conducteur à l'équilibre électrostatique, c'était égal à zéro. Hein? On se souvient, là, s'il y a un champ électrique, dans le conducteur, les particules chargées vont se replacer dans le but de créer un champ électrique à l'intérieur qui va venir annuler le champ électrique à l'extérieur. Et finalement, à l'équilibre, il ne reste plus de champ électrique total à l'intérieur du conducteur. Le potentiel constant dans un conducteur à l'équilibre électrostatique. Comment ça se fait qu'on aurait un potentiel constant en même temps qu'on a un champ électrique nul? Eh bien, on se souvient que ça, c'est la relation qu'on avait vue entre la différence de potentiel et le champ électrique. Hein, c'était le produit scalaire avec le déplacement. Fait qu'on comprend que si on est dans un conducteur, le champ électrique E est égal à 0. Donc, si le champ électrique E est égal à 0, ça veut dire que delta V est égal à 0. Si delta V est égal à 0, on sait que delta V, c'est, par exemple, potentiel à un point final, moins potentiel à un point initial. Bien, si delta V égale à 0, ça veut dire que cette différence de potentiel-là est nulle. Donc, ça veut dire que chaque potentiel, initial et final, vaut la même chose. Donc, ça veut dire que le potentiel, dans tous les points sur le conducteur à l'équilibre, c'est constant. Donc, le potentiel vaut toute la même chose sur un conducteur. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'intérieur d'un conducteur, c'est un équipotentiel. C'est un endroit où est-ce que le potentiel est partout pareil. Plongeons tout de suite dans un exercice parce que c'est essentiellement ça qu'il faut qu'on pratique. Hein. Le concept est simple, c'est juste de comprendre que le potentiel est partout constant sur un conducteur. Donc ici, on a une sphère conductrice de 30 cm de rayon qui porte une charge de 8 nanocoulombs. Tracez le graphique du potentiel en fonction de la distance du centre de la sphère jusqu'à 45 cm. OK, donc l'équation qui me permet de trouver le potentiel en fonction d'une distance R et d'une charge Q. C'est ce qu'on avait vu ici. V égale à KQ sur R. Là, évidemment, ça vient de la simplification du théorème de Gauss qu'on n'a pas vu. Donc là, il faut me croire un peu sur parole que ça fonctionne. Là. Dans le fond, c'était la même logique que de dire, vu de l'extérieur d'une sphère, le champ électrique est le même que le champ électrique créé par une particule ponctuelle. Bon, c'est la même chose ici. Vu de l'extérieur d'une sphère, le potentiel créé est équivalent à un potentiel créé par une seule particule, qui est cette équation-là. Donc, K, la constante de Coulomb. La charge sur ma sphère ici, c'est 8 nanocoulombs. Puis, divisé par R, ça, c'est finalement, ça serait l'expression générale. Là, nous, on veut faire varier R de 0 jusqu'à 45 cm. Sauf que là, on a deux régions. Parce qu'on a une région qu'on va appeler 1 à l'intérieur de la sphère, donc pour une distance R plus petite que le rayon, c'est-à-dire plus petite que 30 cm, on va être à l'intérieur. Mais pour une distance R qui est plus grande que 30 cm, là, on va dire qu'on va être à l'extérieur de la sphère. Fait que là, il y a deux cas de figure. Ce qui se passe à l'intérieur et deux, ce qui se passe à l'extérieur. Ce ne sera pas exactement là, ça va être cette équation-là qu'on va appliquer, mais il va y avoir une petite différence. Donc, à l'intérieur du conducteur, on a dit que c'est partout pareil. Il faut que ça vale la même chose partout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va voir sur la limite du conducteur. Donc, sa limite, c'est quand la distance R est à 30 cm. Donc, 0,3 m. Si on met petit r ici, 30 cm, on fait le calcul, ça donne 240 volts. Donc, ça, c'est le potentiel à la surface de ma sphère. Mais puisque la sphère est conductrice, ce 240 volts-là doit être le même partout à l'intérieur de ma sphère. C'est une équipotentielle. La deuxième région, qui est à l'extérieur, donc 2, là, pour les valeurs de R, ils vont varier de 30 cm jusqu'à 45 cm. Fait que
peux comme pas trouver de valeur fixe, hein, parce qu'évidemment, ça va varier de 30 cm jusqu'à 45 cm. À chaque fois qu'on se déplace un petit peu, la valeur va changer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est venir trouver la dernière valeur possible. Là. Donc, quand je suis à R égale à 45 cm, ben, je fais le calcul, ça donne 160 volts. Avec ces valeurs-là, j'ai ce qu'il faut pour tracer le graphique. Donc, vous voyez, à l'intérieur de ma sphère, donc avant d'avoir atteint la surface, ben, mon potentiel est constant, vaut 240 volts, comme on a trouvé ici. Après ça, c'est une fonction inversement proportionnelle à R que je dois dessiner, sachant que quand j'arrive à R égale à 45 cm, mon potentiel final ici est de 160 volts. Fait qu'on a un point ici, puis pour relier les deux points ici, ben, il faut faire une inversement proportionnel. Petit rappel d'ailleurs sur cette fonction-là. Encore une fois, ici, il va y avoir deux possibilités. Là. Soit que notre charge qui crée le potentiel est positif, soit c'est négatif. Dans notre cas, c'était positif. Hein? On avait une charge positive ici. Donc, la fonction imaginaire ici, y égale à 1 sur r, si on la trace, ben, ça va donner ça pour des valeurs R positives et ça va donner ça ici pour des valeurs R négatives. Évidemment, nous, ce n'est pas la portion avec des distances R négatives qui nous intéresse, parce que ça n'existe pas vraiment dans nos exercices. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la portion où est-ce qu'on a des distances positives. Donc, ça ressemble à ça. Vous voyez, il y a un asymptote vertical ici vis-à-vis l'axe vertical, puis il y a aussi un asymptote horizontal ici vis-à-vis l'axe horizontal. Okay? C'est effectivement à peu près là, ce qu'on dénote ici, mais on a juste une portion là, de toute la fonction. Si ma charge qui crée le potentiel est négatif, donc autrement dit, ma fonction ici, ça serait moins 1 sur R, ben, on prend ce résultat-là en haut et on fait juste l'inverser. On fait une symétrie dans l'autre sens. Fait que, finalement, quand mes R sont négatifs, mes valeurs Y ici sont positives. Mais encore une fois, ça, c'est pas ça que je vais utiliser parce que mes valeurs de R dans la vraie vie, ben, c'est pas négatif, c'est positif d'habitude. Donc, si je suis à une distance R à l'extérieur d'une sphère chargée négativement, mon tracé ressemblerait à ça ici. Encore une fois, avec un asymptote vis-à-vis de l'axe vertical, puis un autre asymptote vis-à-vis de l'axe horizontal. Fait que ça, juste avec cette petite tendance-là, on va pouvoir, là, comme ça, dessiner plus clairement là, les graphiques des potentiels en fonction d'une distance R. Voilà. OK, un autre exercice. Qu'est-ce qui arrive si j'ai plus qu'un objet, plus qu'une sphère conductrice, mettons que j'ai une coquille alentour, un peu comme j'avais fait dans la section 1.12 avec le champ électrique. Donc ici, on dit une coquille conductrice sphérique dont le rayon interne est de 20 cm et le rayon externe est de 30 cm porte une charge de moins 9 nanocoulomb. Au centre de la coquille se trouve une sphère conductrice de 10 cm de rayon qui porte une charge de 4 nanocoulomb. Tracez le graphique du potentiel électrique en fonction de R. OK, déjà, un petit schéma, ça peut aider. Donc, on voit la coquille conductrice ici, hein, qui possède une charge de moins 9 nanocoulomb. Donc, on a dessiné, comme vous pouvez voir ici, 9 charges négatives pour représenter là, le moins 9 nanocoulomb qui est réparti sur la coquille. La coquille a un rayon intérieur de 20 cm et un rayon extérieur de 30 cm. OK, ça représente bien. La sphère au centre, elle, a une charge de 4 nanocoulombs positif. Donc, on se souvient, là, on avait fait ça à la section 1.12. Donc, je dessine 4 charges positives dans le centre. Je fais des lignes de champ qui partent de ma charge positive et qui pointent vers une charge négative. Donc, nos lignes de champ ici ont déjà été dessinées correctement. Puis, même chose pour les lignes de champ là, à l'extérieur. Fait que ça a été fait correctement. OK. Fait que ça, c'est ma situation à l'équilibre électrostatique. Maintenant, pour tracer le graphique du potentiel électrique en fonction de R, il y a quand même plusieurs choses là, à vérifier ici. Parce que n'oubliez pas que chaque conducteur ici, qui est à l'équilibre électrostatique, va faire en sorte que j'ai un potentiel constant à l'intérieur. Mais le potentiel constant à l'intérieur de la coquille ici va être différent que le potentiel électrique constant à l'intérieur de la sphère ici. OK? Puis quand je suis dans le vide, donc
entre les deux, ben là, je vais avoir une fonction en 1 sur R ou en moins 1 sur R, là, dépendamment là, de ce que j'obtiens. Et même chose ici là, à l'extérieur. Alors, plusieurs choses qu'on peut faire pour obtenir la solution. On va décomposer notre problème en plusieurs étapes. Première étape, c'est qu'on va découper le système en 3 surfaces différentes. Comme si, finalement, mon problème deviendrait juste la surface ici, qui représente la surface de ma sphère. Ensuite, une surface intermédiaire, qui serait la surface intérieure de ma coquille. Puis, une troisième surface extérieure, qui serait l'extérieur de ma coquille. Et chacune de ces surfaces-là, on va leur attribuer une charge. Donc, c'est-à-dire que la première surface ici au centre, ça va être 4 nanocoulombs positifs. La surface intérieure de la coquille, ça va être 4 nanocoulombs négatifs. Et la surface extérieure, ce sera 5, hein, parce qu'il y a 5 charges négatives ici. Donc, ça sera 5 nanocoulombs négatifs. Donc, si on dessine, ça ressemble à ça. Donc, notre surface qu'on appelle A, ça, c'est la surface de ma sphère. 4 nanocoulombs positifs. La surface qu'on appelle B, c'est la surface intérieure de ma coquille, moins 4 nanocoulombs. Et finalement, la surface C, c'est la surface extérieure de ma coquille, moins 5 nanocoulombs. Et ensuite, remarquez, on a des régions. On a la région 1, 2, 3 et 4. C'est-à-dire, la région 1, elle est à l'intérieur de la sphère. La région 2 est à l'extérieur de la sphère, mais elle n'est pas dans la coquille. Hein? On est comme dans l'air, entre les deux. La région 3, on est à l'intérieur de la coquille, et la région 4, on est à l'extérieur de tout complètement. Fait que ma deuxième étape, ça va être justement d'associer chacune des contributions des 3 surfaces, A, B et C, vis-à-vis des 4 régions qui sont là. Vous allez voir, je vais vous montrer le tableau. C'est plus simple qu'il n'y paraît. Okay? Après ça, on va calculer l'impact de chaque surface sur son intérieur et son extérieur. Ça aussi, là, je vous l'explique ici. Là, ça sonne compliqué, mais dans les faits, c'est beaucoup moins compliqué que ça l'est quand vous voyez comment ça fonctionne. Finalement, on superpose les résultats associés à chaque région, on trace un tableau, puis finalement, on a ce qu'il faut pour tracer le graphique. OK. Donc, on est rendu à l'étape 2. Là. Je reviens en arrière ici. Associer chacune des contributions des surfaces aux régions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si je suis dans la région 1, ben, comprenez que je suis à l'intérieur de la surface A, je suis aussi à l'intérieur de la surface B et aussi à l'intérieur de la surface C. Si je suis dans la région 2, je suis à l'extérieur de A, mais à l'intérieur de B et C. Si je suis dans la région 3, je suis à l'extérieur de A et B, mais à l'intérieur de C. Et finalement, à 4, je suis à l'extérieur de chacune des trois surfaces. Et donc, ce que je viens de vous expliquer, on peut le résumer ici. Donc, le potentiel dans la région 1, ça va être l'addition de la contribution de la surface A, B et C. Mais là, on a rajouté un petit indice, intérieur, intérieur, intérieur. Oui, parce que dans la région 1, je suis à l'intérieur de chacune de ces 3 surfaces-là. Le potentiel dans la région 2, ça va être A extérieur, parce qu'on est à l'extérieur de A dans la région 2, plus B intérieur, plus C intérieur, parce qu'on est à l'intérieur de B et C pour la région 2. Et là, vous comprenez la logique. Donc, région 3, on est à l'extérieur de A, on est à l'extérieur de B, mais à l'intérieur de C. Puis région 4, on est à l'extérieur de tout. Voilà. Fait que c'est ça qu'on entendait par associer la contribution de chaque surface aux régions 1, 2, 3, 4. Après ça, étape 3, ça va être de venir calculer. C'est quoi ça vaut A intérieur? C'est quoi ça vaut B intérieur? Puis A extérieur, B extérieur? Ça vaut quoi? Ben, bonne nouvelle, on a l'équation pour ça. On le sait que c'est essentiellement toute la forme KQ sur R. Avec une différence importante entre intérieur et extérieur, c'est que sur l'intérieur, il faut que ce soit une valeur fixe. Hein, parce qu'à l'intérieur d'une surface, c'est une valeur fixe. C'est une contribution fixe. Donc, c'est pour ça que VA intérieur, c'est un chiffre. VB intérieur, ça me donne un chiffre. C intérieur, ça me donne un chiffre aussi. Mais quand je suis à l'extérieur, ben là, c'est pas fixe. Donc, ça va varier avec la valeur de R. Vous voyez que les valeurs extérieures, ben, on a laissé ça en
inversement proportionnel à R parce que ça va changer. OK. Comment j'ai fait pour obtenir les valeurs qui sont là? J'ai juste plugué les chiffres essentiellement. J'ai fait constante de Coulomb, donc 9 fois 10 à la moins 9. La charge de la surface A, ça serait 4 nanocoulomb, donc 4 fois 10 à la moins 9, divisé par RA. RA, c'est quoi? C'est le rayon de la surface A. Donc, dans ce cas-ci, ma surface A, c'était ma petite sphère. Donc, mon rayon, il est ici, c'est le 10 cm que vous voyez là. Donc, même logique là, pour VB intérieur, VC intérieur. La seule différence avec extérieur ici, c'est qu'on a remplacé le R par rien. On l'a laissé comme étant une variable. R. OK. Fait que là, ça nous donne 6 expressions comme ça. Prochaine étape, étape 4, qui est de faire le tableau. Là, c'est le tableau, il sert à quoi? Il sert finalement à venir regarder c'est quoi l'addition de A intérieur, B intérieur, C intérieur pour V1. Fait que là, on fait, pour V1, il va falloir faire ça, plus ça, plus ça. Pour V2, on fait A extérieur plus B intérieur, C intérieur. Donc V2, ça va être ça, A extérieur, plus B intérieur ici, plus C intérieur ici. Pour la région 3, c'est extérieur, extérieur, intérieur. Donc on va prendre ça, plus ça, plus ça. Et finalement, région 4, on prend tous les extérieurs, donc ça, plus ça, plus ça. On met tout ça dans un tableau et voilà, c'est de ça que ça a l'air. Donc la région 1 qui est là, on a additionné les 3 intérieurs, puis région 2, région 3, région 4, on a additionné les 3 extérieurs. Donc la quatrième colonne du tableau ici, c'est juste l'addition. On a fait le potentiel total. Donc on a additionné colonne ici, avec ici, avec ici. On a fait ça pour chaque ligne. Ça donne ces 4 valeurs-là. Donc, vous remarquez la chose importante que dans la région 1, donc à l'intérieur de la sphère, mon potentiel il est constant. Ça me donne un chiffre. Parce que, comme on le dit, dans un conducteur à l'équilibre, on est sur une équipotentielle. Le potentiel est partout constant à cet endroit-là. Même chose dans la région 3. Région 3, je suis dans mon épaisseur de coquille sphérique, donc ça me donne une valeur fixe, qui ne varie pas. Dans la région 2, je suis comme dans l'air entre la sphère et la coquille, fait que ça varie en 1 sur R. Puis dans la région 4, évidemment, je suis à l'extérieur de tout, donc je suis à l'extérieur nécessairement, donc c'est en 1 sur R. Donc là, j'ai ce qu'il me faut pour aller trouver mes valeurs limites. Donc, autrement dit, de chaque côté de ma coquille, par exemple, c'est quoi les valeurs? On peut les trouver ici. Là. Donc, j'ai 30 volts de potentiel pour toute ma région 1 qui est là. Après ça, dans la région 2, il faut que je varie comme ça ici. Okay? En 36 sur R, moins 330. Fait que là, on fait notre fonction en 1 sur R. Fait que pour trouver la valeur ici, là, je ne vous ai pas mis le calcul, là, mais la valeur ici de moins 150, je ferais comment? Ça serait de prendre l'équation de la région 2, celle-là ici, et de mettre le rayon, vous voyez ici, on est vis-à-vis 0.2. Donc, on mettrait le rayon ici de 0.2 très exactement, ça me donnerait la valeur de moins 150. Après ça, moins 150, dans le fond, on ne serait pas obligé parce qu'on savait que ça allait s'enligner vers moins 150 ici. Là. Donc, moins 150, c'est maintenu constant sur la région 3. Puis après ça, on a la région 4 qui varie en moins 45 sur R. Donc, on dessine ça comme ça ici. Puis encore une fois, là on a plugué une valeur. Donc, on a mis 0.5, bien que 0.5, ça dépasse 0.45. Là, mais bon, c'est pas très important. 0.5, on l'a mis ici. Ça a donné moins 90. Donc, ça donne un point là. OK? Donc, ces points-là, ici, puis ici, c'est juste pour donner une meilleure vue d'ensemble de la tendance du graphique. Là, mais ça ressemblerait à ça ici. Voilà. Fait que beaucoup d'étapes, mais un coup que vous comprenez la logique derrière chacune des étapes, je pense que ça se fait assez bien finalement. OK, on va terminer avec l'effet de pointe. C'est quoi ça, l'effet de pointe? Regardez le schéma qui est là. C'est un objet qu'on suppose conducteur parce qu'il n'y a pas de champ électrique à l'intérieur. Là, donc, nécessairement, cet objet-là, il est chargé, mais il est conducteur. On remarque que, bien évidemment, il n'est pas régulier. Mais remarquez que les charges qui se sont naturellement placées à la surface de mon objet qui ressemble à une patate, là, honnêtement, elles
elles ne sont pas également distancées ici, proche de là où j'ai un petit rayon, versus ici, là où j'ai un grand rayon. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que le champ électrique, ici, proche du petit rayon, vous voyez, les lignes de champ sont plus proches. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit. Si les lignes de champ électrique sont proches les unes des autres, ben, ça veut dire qu'à cet endroit-là, j'ai un grand champ électrique. Fait que proche de ma pointe ici, là où j'ai un petit rayon, mon champ électrique est relativement fort. Versus ici, mettons, en bas, vous voyez, ici, mes lignes de champ électrique sont loin les unes des autres. Donc, ça veut dire qu'ici, du côté où le rayon est plus grand, mon champ électrique est plus faible. Et donc, l'effet de pointe, c'est cette chose-là qu'on est en train d'observer. On observe que la pointe, ici, d'où son nom, l'effet de pointe, crée un champ électrique plus intense lorsque le rayon est plus petit. Et inversement, un champ électrique moins intense quand le rayon est plus grand. Bon, c'est dû à quoi ça? Ben, c'est ce qu'on va expliquer à la diapo suivante. Donc, pour l'expliquer, on a pris un objet un peu particulier, là, juste pour nous faciliter la vie pour faire les mathématiques. Donc, on a supposé qu'on a pris deux sphères, sphère A et B, tout en matériel conducteur, là, puis on a relié les deux sphères par un fil conducteur. Comme ça, tout cet ensemble-là est conducteur. Si tout ça est conducteur, ça veut dire nécessairement que tout ça doit être au même potentiel. Donc, on peut dire le potentiel de la charge de la sphère A est égal au potentiel de la sphère B. OK, très bien. Le potentiel créé par une sphère, on s'entend, il y a un petit fil entre les deux, mais maintenant on l'ignore, parce que c'est presque négligeable là, en termes de grosseur et d'importance face aux deux sphères. Là. Ben, ça fait que le potentiel juste à l'extérieur ou à la limite, si on veut, de la sphère A, ça serait KQA sur RA, comme on a vu à l'exercice précédent. Et le potentiel immédiatement à la surface de B, ça serait KQB sur RB. Je peux simplifier K de chaque côté de l'équation, donc il s'enlève, il me reste QA sur RA égale à QB sur RB, et je peux isoler le rapport QA sur QB. Je remarque que c'est égal à RA sur RB. Fait que déjà, ça, ce que ça me dit, c'est que la quantité de charge est directement proportionnelle au rayon de l'objet. OK, si je reviens en arrière, effectivement, c'est ce que j'observe. La quantité de charge est directement proportionnelle au rayon local de l'objet. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 charges qui ont été accumulées dans le bas de l'objet parce qu'il possède un plus grand rayon. Versus, j'ai seulement 3 charges qui ont été accumulées dans le haut de l'objet parce qu'il possède un petit rayon. Donc, la quantité de charge est effectivement proportionnelle au rayon. Plus on a un grand rayon, plus il y a de charges qui se répartissent là, à cet endroit-là. OK, premier résultat. C'est pas exactement encore suffisant pour m'aider à comprendre pourquoi le champ électrique est plus grand. Puis bon. Mais on continue. Après ça, on va aller voir la densité surfacique de charge qu'on avait vu, encore une fois, quelque part au chapitre 1, je ne me souviens plus de la section. Là. Donc, la densité surfacique de charge, c'est la quantité de charge sur une surface. Fait qu'on a une charge QA, donc sur la surface de ma sphère A. La surface d'une sphère, ne vous trompez pas avec le volume, là, on parle vraiment de la surface, donc l'air, si vous voulez. Là. Ça serait 4pi R de la sphère A au carré. On fait la même chose pour B, la densité surfacique de charge de la sphère B, ben, ça serait QB divisé par 4pi RB carré. Donc là, si je fais un rapport de sigma A sur sigma B, donc je mets tout ça divisé par tout ça, ça me donne ce que je vois ici. Donc 4pi en haut vient annuler le 4pi en bas. Il me reste quoi? Il me reste QA sur QB, qui est là, puis mon RB carré remonte en haut. Donc, ça donne ça ici. RB carré divisé par RA carré. Donc, j'obtiens une deuxième relation. Et là, troisième étape, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre ma première équation qui me donnait QA sur QB égale à RA sur RB. Puis, je vais l'utiliser pour venir remplacer le QA sur QB que vous avez ici. Quand je fais ça, ben, QA sur QB disparaît. Ça devient RA sur RB. C'est ce qu'on a fait ici. Fait que là, ce que j'obtiens, c'est que j'ai un RA en haut qui va venir annuler un RA en bas. Fait qu'il va m'en rester un, parce que ma parenthèse ici est élevée au carré.
Donc, même chose avec RB. J'ai un RB en bas qui va annuler un RB en haut. Il va m'en rester un parce que, parenthèse au carré. Donc, ça me donne ce résultat-là. Fait que, oups, pardon. Donc, j'arrive au constat suivant. La densité de charge est inversement proportionnelle à mon rayon. Hein, la quantité de charge est directement proportionnelle au rayon, mais la densité de charge est inversement proportionnelle au rayon. Fait que si je reviens en arrière, ça aussi, on le voit. Mon rayon ici est plus petit, donc j'ai moins de charge, mais elles sont plus proches les unes des autres. Donc, globalement, j'obtiens une plus grande densité de charge ici. Ici, j'ai plus de charge parce que j'ai un plus gros rayon, mais elles sont plus distancées les unes par rapport aux autres. Donc, résultat, j'ai une moins grande densité de charge ici. Et donc, la dernière chose qui reste à comprendre, c'est de comprendre que finalement, le champ électrique, il est proportionnel pas à la quantité de charge. Le champ électrique est proportionnel à la densité de charge. C'est ce qu'on avait vu au chapitre 1, notamment quand je vous avais montré là, le champ électrique généré par une PPUC. Il y a sigma à l'intérieur dans le calcul. Donc, c'est juste pour démontrer ce lien-là. Le champ électrique est proportionnel à sigma. Et sigma, on a dit, c'est inversement proportionnel au rayon local. Donc, résultat, le champ électrique est inversement proportionnel au rayon. Donc, plus le rayon est petit, plus le champ électrique à cet endroit-là est grand. C'est ça qu'il faut qu'on en retienne. Dernier petit détail, la direction du champ électrique va évidemment dépendre de la nature de la charge. Donc, si la charge est positive, ça fait des lignes de champ qui sortent de l'objet, ou inversement, si la charge est négative, ça va faire des lignes de champ électrique qui rentrent vers l'objet, si vous voulez. OK, c'est bien beau l'effet de pointe, mais concrètement, ça sert à quoi? Ça sert notamment à faire ce qu'on appelle un paratonnerre. Paratonnerre, ça ressemble à ça. Ça, c'est un modèle un peu plus ancien, là, mais essentiellement, c'est une famille de tiges de métal qu'on met comme ça sur le toit d'une maison, essentiellement. Donc, c'est des tiges métalliques qui, vous remarquez, ils ont des fines pointes, d'où le nom effet de pointe. Puis ça sert essentiellement à capturer la décharge d'un éclair, essentiellement. Donc, on met ça sur le toit de nos immeubles pour protéger nos immeubles. Donc, ça va, si vous voulez, attirer la décharge d'un éclair parce que les pointes qui sont là ont un très grand champ électrique. Fait que nécessairement, si le champ électrique à cet endroit-là, sur le bout des pointes, est très élevé par rapport au champ électrique ambiant, donc par exemple le toit de l'immeuble ou la voiture qui est à côté ou la personne qui marche, ça fait qu'on attire la foudre sur la tige et si la foudre touche le paratonnerre, on a relié le paratonnerre avec un fil électrique jusqu'à un circuit qui fait la mise à la terre. Donc la mise à la terre, finalement, ça permet de redistribuer le courant dans la terre sans que l'éclair ait vraiment frappé et déchargé toute son énergie à travers la maison, à travers la voiture ou malheureusement un passant qui était caché en dessous d'un arbre. Donc, où est-ce qu'on doit le placer? Idéalement au sommet des plus hauts bâtiments qu'on peut trouver. À quoi ça sert? Comme je viens de l'expliquer un petit peu, ça permet d'équilibrer les charges entre le sol et les nuages. Donc, ça crée des décharges inaperçues. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant un orage, les éclairs apparaissent quand tu as un trop-plein de charges positives, par exemple au sol, versus un trop-plein de charges négatives dans les nuages. Donc là, tu as une très grande concentration de charges en haut et en bas. Puis comprenez que les électrons, ils veulent passer d'un milieu à un autre. Hein, ils veulent que le circuit soit fermé. Ils veulent que le courant passe. Donc, les électrons veulent rejoindre la région positive. Donc, en utilisant l'effet de pointe, ça permet de créer des lignes de champ électrique très, très puissantes sur le bout des pointes. Et donc, gros champ électrique. Donc, les éclairs vont avoir beaucoup plus tendance à frapper là parce que le champ électrique, c'est une porte d'entrée, si vous voulez, là, pour la décharge, pour que
les électrons retournent là, à la Terre, essentiellement. Donc, parfois, il y a des éclairs entre les nuages et la tige, mais le courant va circuler dans le fil et non dans le bâtiment. Donc, nécessairement, ça va faire beaucoup moins de dommages au bâtiment. Donc, on va sauver le système électrique du bâtiment en tant que tel, puis on va évidemment aussi éviter les incendies.